Bonjour, merci d'être venu à ce quoi d'ailleurs, c'est table ronde, pardon. À cette table ronde qui rassemble deux mots-clés aujourd'hui, le mot-clé identité numérique et le mot-clé facturation électronique. C'est certainement pour ça que vous êtes aussi nombreux à nous avoir rejoints. Donc on va avoir le plaisir de vous parler de la façon dont l'identité numérique pourrait simplifier un sujet qui, paraît-il, est complexe, qu'ils appellent la facture électronique. Et donc on va, pendant cet atelier, couvrir des aspects juridiques, des aspects opérationnels. Alors avant de commencer, on va faire une présentation de vos intervenants. Comme j'ai le micro, je commence. Stéphane Gage, directeur général de Chambersaigne et vice-président de la FNTC. Bonjour, enchantée. Je suis directrice de la division e-Trust des services de confiance numérique pour CGT. Anne Campero, homme conseil du cabinet Caprimini et Associés. Jérôme Bordier, bonjour, directeur associé du cabinet de conseil SIWeb et secrétaire du club PSCO, l'association des prestataires de services de confiance qualifiés IDAS. Eh bien, et donc vous avez entendu par la présentation de Jérôme que cette table ronde associe deux acteurs du monde du numérique, la Fédération des tiers de confiance du numérique, qui regroupe en son sein depuis maintenant 25 ans différents acteurs. C'est ça qui me manquait, merci. Différents acteurs, puisque c'est une fédération qui regroupe aussi bien des professionnels réglementés, des opérateurs qualifiés, des opérateurs non qualifiés, mais aussi des sociétés de conseil et maintenant une pépinière et des utilisateurs. C'est une caractéristique de la fédération de rassembler en un seul endroit, on va dire, l'ensemble de l'écosystème et de travailler de concert avec nos associations professionnelles partenaires et ce soir le club PSCO qui a contribué, nous le verrons tout à l'heure, aux travaux sur l'identité numérique. Les objectifs de ce guide, dont on va vous présenter aujourd'hui les éléments clés, c'était en fait une espèce d'opportunité sur l'identité numérique appliquée à la facture électronique. Je ne dévoile rien sur le sujet, mais vous allez voir qu'il y avait une conjonction en fait qui permettait de surfer et de dire la première fois qu'on va utiliser l'identité numérique professionnelle, c'est peut-être pour la facture électronique et voyons comment on peut le faire. Et donc ce guide n'est que le premier d'une longue série. Certains d'entre vous dans cette salle savent de quoi je parle, puisque une des raisons d'être du groupe Identité électronique de la FNTC, c'est d'essayer de essaimer à l'intérieur de ces groupes métiers et de venir proposer cette technologie, cette façon de faire aux différents métiers. Mais alors, justement, puisqu'on parle de technologie, de savoir-faire, d'identité, eh bien, nous allons commencer, et je vais laisser la parole à Anne, ce petit programme en trois éléments. On va poser les bases juridiques de l'identité numérique et de l'identité numérique professionnelle. Ensuite, on parlera de la facture électronique et des exigences de cette facture électronique en termes d'identification et d'authentification. Et puis, au final, on terminera, comme tout bon travail de chercheur, par une mise en pratique des deux premières parties, la théorie, le besoin, et finalement comment on le fait avec les différents scénarios, les différentes technologies qui mènent à un résultat. Et ensuite, on parlera évidemment de l'évolution à vitesse V2, et je ne désespère pas que l'on termine avant minuit, parce que ensuite, je vois déjà poindre beaucoup de questions, et on répondra à toutes les questions. Nous sortirons d'ici que lorsqu'on aura épuisé les deux sujets. Je passe la parole à Anne. Merci Stéphane. Alors comme Stéphane vous a dit, on est parti en fait des bases juridiques notamment, en se disant en fait c'est quoi l'identité et c'est quoi l'identité numérique professionnelle. Alors pour essayer d'apporter une définition, en tout cas une approche, la première question c'était déjà qu'est-ce que c'est une personne physique. Alors on va passer très rapidement parce que la salle en est pleine. C'est en fait un être humain de chair et de sang comme tous ici, qui est doté de la capacité juridique et de compétences juridiques. Alors chaque personne a plusieurs compétences juridiques selon le cercle dans lequel elle va évoluer, j'entends par là la sphère privée ou la sphère professionnelle. Et puis, en fonction de ses compétences, elle va avoir des droits, des obligations et des responsabilités. Donc, on ne s'est pas étendu très longtemps sur cette notion qui, pour nous, était relativement facile, on va dire.
En revanche, on s'est un peu plus attardé sur la notion de personne morale. Qu'est-ce qu'une personne morale? Alors en fait, une personne morale, on n'a pas de définition législative et réglementaire. On a plusieurs approches, plusieurs semblants alors pas vraiment de définition, mais de voilà ce qu'on pourrait entendre par une personne morale, au niveau notamment européen. Et on nous dit, par exemple, dans le règlement IDAS, aussi bien dans sa version 2014 que 2024, que en fait, une personne morale, c'est une entité, enfin c'est toute entité constituée en vertu du droit d'un État membre, quelle que soit sa forme juridique. Ici, ça veut dire qu'on renvoie en fait au droit national pour apprécier ce qu'est une personne morale. En droit français, une personne morale va avoir différentes formes possibles. Enfin, en fait, une personne morale on reconnaît plusieurs formes possibles pour dire qu'il s'agit d'une personne morale. Alors il y a les sociétés commerciales, on va avoir des sociétés civiles, on va avoir des fédérations, des associations, l'État, les collectivités territoriales dans le domaine public, des établissements publics. Ce qui est important pour que l'on puisse dire que c'est une personne morale, c'est qu'il faut que ce soit doté, que cette structure, cette entité, soit dotée de la personnalité juridique. Dès lors qu'elle a la personnalité juridique, qu'elle correspond à une forme qui est visée par la loi, à partir de ce moment-là, on pourra avoir une personne morale. Cette personne morale, à l'instar de la même logique qu'on a pour les personnes physiques, elle va avoir des droits, elle va avoir des obligations. Ces obligations, par exemple, ça va être des obligations en matière de déclaration. Des déclarations administratives, les RH, on doit déclarer lorsqu'il y a une embauche, la TVA, déclaration de TVA du côté financier. Donc il y a des obligations qui peuvent être financières. On va avoir des obligations qui peuvent être également des obligations, des obligations légales, je veux dire, des obligations contractuelles, donc civiles, contractuelles. Ces obligations contractuelles, elles vont résulter en fait d'un contrat, et dans ce cadre-là, c'est la personne morale elle-même qui va s'engager à faire certaines choses. Par exemple, le plus basique, c'est je suis un commerçant, je m'engage à vendre quelque chose à mes clients, c'est son engagement essentiel vis-à-vis de son client. Et ensuite, au regard de cette personne morale, elle va également avoir des responsabilités. Les responsabilités qu'elle va avoir en tant que telle, en tant que personne, donc bien en tant que personne juridique, ça peut être des responsabilités, par exemple, tout à l'heure je vous disais, avec des obligations de déclaration. Si elle ne respecte pas ces obligations de déclaration, elle pourra avoir des sanctions administratives. Ensuite, elle peut avoir des sanctions, qui seront des sanctions contractuelles. Elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles, on va la sanctionner contractuellement. Et puis, elle peut avoir une responsabilité pénale. Lorsque le code pénal prévoit la responsabilité des personnes morales, elle encourt des sanctions qui pourront être pénales. Tout ça pour vous dire qu'à partir de là, on voit bien qu'on a bien deux personnes juridiques différentes, entre la personne physique et entre la personne morale. À partir de ces deux personnes juridiques qui ont une existence propre, on voit bien aussi qu'il y a une nécessité de les identifier de part chacune de son côté, on va dire, du côté de la personne physique et du côté de la personne morale qui va avoir sa propre identité. Sa propre identité du fait de plein de données qui vont nous permettre d'identifier cette personne, c'est-à-dire de savoir avec ces données d'identification qui est cette personne. Dans le cadre du numérique, dans le contexte numérique, on a la transposition de cette approche de l'identité et de l'identification des personnes, notamment des personnes physiques et des personnes morales. Quand on prend le règlement IDAS, dans sa version 2014, comme dans sa version 2024, qui a un peu modifié les définitions, mais on retrouve bien cette notion d'identification des personnes physiques et des personnes morales. Alors, je vais prendre la liste qui est ici, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer par les moyens d'identification électronique. Et dans le cadre de la définition qui est donnée aux moyens d'identification électronique dans le règlement IDAS 2, on nous dit, donc celui de 2024, on nous dit que c'est un élément matériel et ou immatériel. Donc en fait, on va appeler ça plus simplement comme un outil, si vous voulez, qui va contenir des données d'identification personnelle. Donc ces données d'identification personnelle, ça va être celles relatives à la personne morale ou à la personne physique. Et dans la mesure où elle contient ces données, elle va permettre de s'authentifier, donc à cette personne dont les données sont contenues dans ce moyen, elle va permettre de s'authentifier, soit en ligne, soit hors ligne. Ça, le hors ligne est un ajout en 2024.
Et puis on a également la définition de l'identification électronique. L'identification électronique, c'est un processus qui va consister à utiliser les données d'identification personnelle sous une forme électronique, représentant de manière univoque. Et cet élément de la représentation de manière univoque, c'est l'élément qui est important en matière d'identité dans le contexte électronique. Puisque ça va être l'élément qui va nous permettre d'être certain que c'est bien la personne que je pense être en face de moi, donc soit avec laquelle je vais contracter, soit avec laquelle, la personne pardon, qui remplit son obligation dont je vous parlais tout à l'heure par rapport par exemple aux personnes morales. Et vous voyez qu'à travers ces deux définitions, que ce soit celle des moyens d'identification électronique ou la définition d'identification électronique, ce qui est essentiel et ce qu'on retrouve comme clé de voûte, comme socle commun, ce sont les données d'identification personnelle. Et on revient à la première définition. Et ces données d'identification personnelle sont définies de telle sorte qu'on nous dit que c'est un ensemble de données, donc c'est plutôt large, vaste, mais qui sont délivrées conformément au droit de l'Union ou au droit national. Et là, c'est un ajout en 2024. Donc c'est un moyen où on nous dit quand même, c'est pas n'importe quelle donnée, parce qu'il faut bien qu'elle soit délivrée au niveau, alors on ne dit pas par le droit de l'Union européenne ou par le droit national, on dit conformément au droit de l'Union. Donc c'est les règles, soit européennes, soit les règles nationales, qui déterminent comment on délivre ces données personnelles, ces données d'identification personnelle, et qui permettent d'établir l'identité d'une personne physique. Donc vous voyez qu'on est bien sur la notion d'identité. Et ici, on va retrouver toutes nos personnes juridiques. La personne physique, donc l'identité de la personne physique, l'identité de la personne morale, l'identité de la personne physique qui va représenter une autre personne physique, et l'identité de la personne physique qui va représenter une personne morale. Et c'est ce dernier lien qui nous intéresse dans le cadre notamment de l'identification professionnelle. Ce lien de l'identification en fait entre personne physique et personne morale, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers ce qu'on a appelé l'identité professionnelle numérique. Le principe, c'est qu'une personne morale, on l'a dit, elle a une identité juridique propre. Mais pour autant, en général, lorsqu'il va falloir qu'elle réalise certaines actions, juridiquement on dit qu'en fait c'est une fiction juridique, et bien comme elle ne peut pas agir par elle-même, il va y avoir la nécessité d'avoir la représentation par une personne physique qui, elle, va pouvoir agir au nom et pour le compte de la personne morale. Donc cette représentation de la personne morale par la personne physique se fait en fait par différents moyens de représentation qui sont encadrés juridiquement, en tout cas qui vont être reconnus. On a d'une part ce qu'on appelle, et ce qui est le plus connu, le représentant légal, c'est-à-dire le mandataire légal, celui qui est du fait des statuts légaux compétents, donc cette personne physique qui sera compétente du fait des statuts légaux, encore une fois, le DG, le PDG, il pourra faire un certain nombre de choses. On a également le mandataire statutaire, c'est ce que je l'ai appelé comme ça, c'est par exemple le gérant à qui on va donner des délégations par exemple de gestion, donc il y a une délégation de pouvoir de gestion dans certaines sociétés. Et puis on va avoir également la personne physique qui va pouvoir agir sur une délégation de pouvoir. Alors, la délégation de pouvoir, c'est une délégation où la personne qui a le pouvoir du fait de la loi va le donner à une autre personne, donc ça devient en fait une délégation en one-to-one, et lorsqu'elle donne ce pouvoir à l'autre personne physique, elle se dessaisit de ses propres pouvoirs, en tout cas de la partie qu'elle lui confère. Et puis on a une autre forme de délégation, la délégation de signature. Ces deux délégations sont souvent confondues, pour autant elles ne sont pas identiques. La délégation de signature, c'est que je permets à une personne physique de signer en mon nom, enfin, dans le même domaine que ce que je peux faire, et là je ne me dessaisis pas de mon pouvoir de signature. Donc c'est juste une autorisation de signature, normalement, dans le cadre de cette délégation. Dans le contexte numérique, pour bien établir ce lien, donc ce lien qui est formalisé par cette délégation, on s'est demandé comment on pouvait vérifier ce lien, ce qui est un lien qu'on appelle les liens établis. Et c'est toute la problématique en fait qu'on va retrouver dans le cadre de l'identité professionnelle numérique, c'est-à-dire que comment on va pouvoir matérialiser ce lien, le vérifier pour les prestataires qui vont œuvrer dans ce domaine.
Et dans ce cadre, on a eu deux travaux qui ont été extrêmement importants. D'abord, au niveau européen, le règlement d'exécution 2015 de la Commission européenne, qui a posé un certain nombre de spécifications pour pouvoir vérifier ce lien, le lien établi, comment le faire, comment le vérifier, comment avoir de la confiance dans ce lien. Et puis, en France, il y a l'ANSSI, qui a également établi un référentiel en 2022. Et à travers ce référentiel, l'ANSSI, elle, s'est essentiellement concentrée sur les moyens d'identification électronique et comment on peut faire l'articulation entre le moyen d'identification électronique avec la personne physique, la personne morale, et ce lien que l'on veut vérifier, que l'on veut établir. Ce sont sur ces deux documents, donc qui sont plutôt des documents pratiques, au regard de l'application des textes juridiques qui existaient, que lors des travaux qui ont été menés au sein du groupe de travail, on s'est référé. Et donc je vais passer la parole à Ong, qui va vous montrer comment on a appliqué ces principes-là dans le cadre de la facturation électronique. Merci Anne. Alors, on va aborder maintenant le dispositif de la facture électronique et ses exigences en matière d'identification. Ce n'est pas la première fois que un texte ou une réglementation fait référence en fait aux notions d'identité et d'authentification qui se reposent en fait sur la qualification EIDAS. Aujourd'hui, le texte qui fait référence, notamment dans le Code général des impôts, l'article 242, pour ceux qui s'y intéressent, explicite de façon très claire voilà, le niveau de garantie substantielle des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice. Donc ça c'est important, ça introduit cette notion de niveau de garantie substantielle que je vais expliciter après. Alors en termes de calendrier pour la réforme de la facture, aujourd'hui on est toujours en phase d'immatriculation pour les sociétés éditrices, les PDP. Et cette phase d'immatriculation devrait aboutir au 1er septembre 2026 avec l'État. Et puis à partir de 2026, il va y avoir les obligations d'émission de facture pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Donc là, ces entreprises-là sont particulièrement visées pour la première étape pour émettre des factures dématérialisées. Et puis, en même temps, il y a obligation pour toutes les sociétés de recevoir des factures. Pendant cette phase-là, qu'est-ce qui va se passer au niveau authentification? Au niveau authentification, aujourd'hui, ce qui va être accepté, c'est une vérification fiable de l'identité, plus une authentification à deux facteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser les moyens classiques de login, mot de passe, mais vous devrez ajouter un troisième facteur d'authentification pour vous assurer que c'est la bonne personne à qui vous avez affaire. Donc cette phase, elle va être acceptée par les réformes jusqu'au 1er septembre 2029. Là, on a encore quelques années devant nous avant d'aller basculer sur un moyen d'identification électronique de niveau substantiel, qui, elle, va démarrer véritablement au 1er janvier 2030, puisqu'il y aura une phase de migration entre le 1er septembre 2029 et le 31 décembre 2029 pour les moyens d'identification. Alors, plusieurs dispositifs, alors là c'est recité pour faire référence à ce dont on discute aujourd'hui. Donc, deux décrets, notamment en octobre 2022, qui fixent les obligations en matière de facturation électronique. Le décret de mars 2024 qui précise les exigences et le calendrier de mise en œuvre, dont on vient de parler. Le règlement EIDAS, évidemment, sur lequel on va s'appuyer pour tout ce qui est niveau de garantie
des moyens d'identification, et puis le règlement d'exécution qui lui fixe les spécifications techniques et les procédures minimales des niveaux de garantie. Alors en matière de niveau de garantie, aujourd'hui on distingue 3 niveaux. Le niveau de garantie faible, qui est utilisé dans la plupart des temps, permet déjà en termes d'objectifs de réduire le risque d'utilisation abusive d'une identité, mais repose quand même malgré tout sur un moyen d'authentification monofacteur, comme un login mot de passe. Aujourd'hui, on sait que ces niveaux d'authentification sont des niveaux plutôt faibles, parce qu'en cas d'usurpation, qui est assez faisable, assez accessible aujourd'hui pour nos cybercriminels, voilà, il reste quand même assez faible. Pourtant, très très utilisé dans nos systèmes d'information. On introduit, pour renforcer ce niveau faible, on a introduit le niveau substantiel, qui est un niveau aujourd'hui en fait plus élevé en termes de moyens d'authentification qu'on va exiger auprès de l'utilisateur. Et donc, on va demander à l'utilisateur de présenter 2 facteurs avec un moyen d'authentification électronique. Et puis ensuite, après, au-delà du niveau substantiel, donc je reviendrai sur la mise en œuvre du niveau substantiel, on va parler du niveau élevé. Aujourd'hui, le niveau élevé, c'est le niveau le plus élevé qu'on peut trouver, comme son nom l'indique, sur le marché. C'est un moyen aujourd'hui qui est encadré aussi par l'ANSSI, puisqu'il doit reposer sur un moyen d'authentification qualifié. Alors, on revient sur le niveau substantiel. Alors, le niveau substantiel, lui, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a 2 choses. Il faut d'abord bien vérifier l'identité de la personne. Donc, quand on veut délivrer un moyen d'identification électronique à une personne de niveau substantiel, il faut qu'on s'assure que l'identité de la personne, et donc ça se fait dans le cadre d'une vérification de pièce d'identité, et puis aussi dans le cadre d'une action professionnelle, c'est-à-dire que cette personne-là doit agir au nom d'une société. Et puis le deuxième sujet, c'est que on doit lui fournir un moyen d'authentification qui garantit donc le niveau de vérification de la personne. Donc en fait, c'est extrêmement important qu'on ait ces 2 notions-là d'acquises avant d'obtenir, avant de délivrer un niveau substantiel. Donc, comment on fait ça concrètement? On va aller d'abord prendre un justificatif pour vérifier que la personne travaille bien pour l'entreprise nommée, donc la plupart du temps un CABIS, ou un document de l'INPI de moins de 3 mois, parce qu'en fait le document doit être assez récent pour qu'on puisse se baser sur la véracité de la déclaration. Et puis, on doit vérifier finalement que cette personne, soit c'est le représentant légal, donc elle apparaît bien au niveau du CABIS, et donc elle est, en tant que représentant légal, elle a toute autorité pour agir au nom de l'entreprise. Et puis si elle n'apparaît pas dans le CABIS, on va devoir aller chercher une vérification de délégation de pouvoir ou de signature avant de lui délivrer son moyen d'identification du niveau substantiel. Alors, la délégation, il faut qu'elle soit signée par une personne qui est juridiquement habilitée, donc la plupart du temps le représentant légal, et puis on doit vérifier l'identité où le délégant a délivré cette délégation.
Et puis, si cette délégation est délivrée de façon électronique, elle peut aussi être signée dans le dossier électroniquement. Et on considère qu'on doit avoir au moins un niveau avancé avec un certificat qualifié sur cette lettre de délégation signée électroniquement. Voilà, donc si vous réunissez tous ces critères-là, vous obtenez le niveau substantiel qui est requis par la Et donc, oui, pardon. Donc, les caractéristiques. On vient de les passer en revue. Donc, vérifier la véracité de la pièce d'identité de la personne, la concordance entre le visage du détenteur et la photo qui représente. Donc ça, c'est une étape qui est essentielle dans le dispositif. La plupart du temps, fait en face à face, classiquement, ou avec un moyen à distance, des moyens qui ont été qualifiés par l'ANSSI, mais c'est une étape qui est essentielle dans le dispositif. La deuxième partie, finalement, une fois qu'on a réalisé cette authentification de la personne physique, cette personne physique doit pouvoir utiliser son moyen d'authentification et donc utiliser en faisant intervenir un ou deux facteurs d'authentification. Je passe la parole à Stéphane. Merci. On a eu un rappel du panorama sur les notions de niveau d'identité, sur les notions qui permettaient d'utiliser un MIE pour prouver cette identité. C'est la phase d'authentification. On s'est placé dans le cas où on délivrait un moyen d'authentification de façon permanente. Mais en réalité, pour un PDP, et pour un PDP aujourd'hui, mais après la réforme aussi, si on se place dans l'esprit de la réforme, on a trois alternatives. Ces trois alternatives, on les a mis dans un ordre, et je vais faire comme Anne, je vais partir du dernier sur ce slide. Le dernier, c'est la dissociation. La dissociation, c'est ce que nous vivons tous aujourd'hui dans nos systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on a un référentiel utilisateur, que ce soit un référentiel utilisateur interne ou un référentiel utilisateur client, et chaque utilisateur est associé aux droits qu'il détient sur le système d'information. Et puis, on a un moyen délivré à cet utilisateur pour que cet utilisateur s'authentifie sur le système à chaque fois qu'il a besoin de le faire fonctionner. Dans le cas de la réforme et dans le cas de l'usage d'un PDP, il va être nécessaire de s'assurer que la personne physique qui est enregistrée pour l'instant dans ma base utilisateur a bien le droit de faire ce qu'elle prétend vouloir faire. Donc en l'occurrence, si je parle d'un PDP, la première action auquel on pense, c'est l'accès à l'annuaire de manière à modifier les paramètres de l'annuaire, de manière à modifier le routage de mes factures. On peut imaginer des attaques qui permettraient à un concurrent de venir récupérer toutes les factures pour venir améliorer sa connaissance sur la concurrence. Mais je suppose que les PDP ont plein d'analyses de risque qui ont tous les scénarios, et on voit que la question, c'est que la personne qui se connecte a-t-elle les droits? Et donc, on va associer cette identité de la personne, et comme l'a expliqué Hong, qui devra se connecter avec un système multifacteur, à un KYC. Mais pour respecter le texte, c'est-à-dire d'avoir une vérification du même niveau de l'identité et des droits, il faut que le KYC vérifie de façon ponctuelle, mais aussi de façon permanente. Parce que je peux être aujourd'hui mandataire social d'une entreprise, et je peux demain être répudié. C'est la caractéristique d'un mandataire social, c'est qu'il peut rentrer dans un conseil d'administration et sortir à France Travail. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a aussi une permanence de droit. Mais ça fonctionne parfaitement. La dissociation fonctionne, et heureusement, puisque c'est aujourd'hui comme ça que sont construits la majorité de nos systèmes. Le deuxième niveau, c'est d'utiliser, et je prends le premier,
cette fois-ci. Je ne suis pas tout à fait comme Anne, je prends le dernier et maintenant je prends le premier. Je vais utiliser une identité personnelle substantielle qui existe aujourd'hui, existe soit à travers l'identité de la Poste, soit à travers France Identité. J'ai déjà résolu mon problème de KYC. J'ai identifié ma personne physique. Et puis, je vais associer à cette identité de niveau substantiel un lien avec la personne physique en récupérant le même niveau d'identité de la personne physique, de la personne morale, pardon. C'est-à-dire un niveau substantiel. Et là, ça devient un tout petit peu plus délicat, parce qu'aujourd'hui, les sources de niveau substantiel, et niveau substantiel, ça veut dire que l'on a un document dont je peux vérifier l'intégrité, la véracité, dont je peux conserver la preuve de l'intégrité, que ce soit un document sous forme de flux, un document papier, et avec des solutions d'intégrité que vous connaissez tous dans la salle. Récupérer cet élément de preuve, pour certaines structures c'est facile, pour d'autres c'est un tout petit peu plus délicat. Et puis au milieu, j'ai la synthèse des deux. La synthèse de deux qui aujourd'hui n'existe pas. Ça, si vous cherchez sur Google ou sur Copilot ou sur n'importe quel autre agent intelligent, compris dans vos archives et vos mémoires, aujourd'hui, on n'a pas une identité numérique professionnelle qui associe simultanément une identité de niveau substantiel et le lien de niveau substantiel avec une personne morale que j'ai identifiée de façon substantielle. Pardon. Et pourquoi j'insiste substantiel 3 fois? Parce que c'est une notion de chaînon, de maillon faible. Si l'un des éléments n'est pas vérifié au niveau substantiel, j'ai une faille de sécurité et j'ai un moyen d'avoir une usurpation d'identité qui se traduit par une usurpation de droit et donc par un usage qui n'est pas autorisé. Voilà les 3 façons pour un PDP aujourd'hui d'aborder l'identité, en sachant que l'une d'entre elles est une notion qui pourquoi est importante? Parce que notre conviction dans le groupe de travail sur l'identité numérique, c'est que si on construit une identité numérique en portant tous ces éléments en commun, eh bien c'est réutilisable. Parce que les 2 autres méthodes, la dernière méthode, ben, chaque PDP ou chaque prestataire, chaque métier va devoir le refaire. La première méthode, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu plus collectif. Celle du milieu, alors elle est franchement collective. Une fois que quelqu'un se sera occupé de construire une identité pro, elle sera consommée par les différents acteurs. Voilà les 3 schémas qui sont liés sur l'identité numérique professionnelle de notre point de vue. Seulement, pour que ça fonctionne, ça a une exigence. N'est-ce pas, Jérôme? Et oui, effectivement, on a un problème de poule et d'œuf classique dans nos secteurs. Ça a une exigence d'interopérabilité. On parle d'informatique et donc forcément on parle de sémantique, on parle de code. Et pour que les PDP puissent consommer des identités numériques professionnelles, encore faut-il que ces identités numériques professionnelles soient codifiées de la même façon. Or, une codification à la matière, il n'y en a pas. À ce jour, en tout cas, il y a énormément d'initiatives, il y a des initiatives un peu partout en Europe, mais il n'y a pas d'initiative fédérée, d'initiative qui soit aujourd'hui décrite dans des standards qui soient, on va dire, de facto applicables à tous. Et donc, on a fait travailler les membres du club PSCO entre 2023 et 2024 pour proposer en fait une sémantique. Et on a proposé cette sémantique et on l'a présentée à l'occasion de plusieurs événements. Et je vous invite d'ailleurs à télécharger les documents sur le sujet qui sont disponibles sur le site du club PSCO pour justement présenter à la fois la sémantique du contenu et la sémantique protocolaire qu'on a proposée. Alors les membres ont souhaité faire quelque chose de simple. Allons du plus simple au plus compliqué et pas le contraire. Et les membres également du club PSCO ont choisi d'essayer de codifier la façon dont on fait le lien entre la personne physique et la personne morale en s'appuyant sur les expériences du passé ou les expériences plutôt du présent, celles des certificats électroniques qui quand même sont l'alpha et l'oméga de nos services de confiance depuis 25 ans. Alors on a essayé de construire un tableau très simple qui vous est affiché, présentant la façon dont on pourrait codifier tout d'abord les informations sur la personne morale, avec un nom d'organisation, avec un identifiant d'organisation qu'on connaît d'ailleurs très bien dans les certificats électroniques et qui encore une fois fonctionne à l'échelle européenne depuis plusieurs dizaines d'années, avec possiblement, optionnellement, des informations d'établissement, en particulier pour ce qui concerne les factures. On a possiblement des personnes qui vont être associées non pas à des personnes morales, mais à des établissements, c'est-à-dire à un sous-ensemble d'une personne morale.
Et on a également proposé de codifier un certain nombre de champs, on s'est limité au plus petit dénominateur commun, pour cartographier les rôles de la personne dans son organisation. Or, malheureusement, c'est complexe ce sujet. On a parfois des moutons à 5 pattes qui ont plusieurs rôles dans une même organisation et parfois même qui représentent plusieurs organisations. Prenez donc un élu dans une collectivité, le plus souvent, quand il s'agit d'une petite commune, il est à la fois maire du village et pharmacien. Admettons, c'est un exemple. Et donc on a essayé de cartographier un certain nombre de types de rôles et un certain nombre de noms de rôles, de sorte que les PDP, pour le schéma de la facturation électronique, mais également d'autres types de téléservices consommateurs, puissent progressivement s'habituer à consommer des informations sur à la fois l'identité de la personne, comme on le fait déjà classiquement, mais également sur ses fonctions au sein de l'organisation ou des organisations qu'elle représente. Et dans le cas numéro 2, qu'a cité Stéphane, le cas ultime, le cas parfait, dans lequel on se projette tous, eh ben, il va falloir que ces sémantiques et ces codifications d'attributs identitaires soient partagés à l'échelle européenne. Ça tombe bien, le règlement IDAS V2 vient nous apporter, avec l'annexe 6, la confirmation du fait que les mandats, les rôles des personnes dans les organisations font bien partie des attributs qu'on va devoir s'entendre à codifier collectivement. Et donc on a un certain nombre d'organismes de standardisation qui travaillent actuellement à l'élaboration des normes et standards. Et on attend avec impatience d'ailleurs le prochain lot d'actes d'exécution portant sur le règlement IDAS V2, dont la publication est attendue in fine le 21 mai prochain. Et c'est pour ça que le Club PSCO, en amont en fait, de ces travaux, a fait un certain nombre de propositions. Propositions encore une fois sur la sémantique des champs, propositions également protocolaires, en reprenant OpenID Connect, le protocole bien connu pour l'identité numérique personnelle, de sorte de ne pas réinventer non plus des protocoles qui existent et qui fonctionnent. Et on espère que ces propositions de sémantique seront retenues, ou que des propositions de sémantique communes en tout cas seront affichées, pour que, in fine, on sache résoudre notre problème de poulet d'œuf, que donc les producteurs d'identité numérique pro sachent produire des identités numériques pro avec la bonne sémantique, et que les consommateurs, parmi lesquels figurent évidemment les PDP, puissent consommer ces identités numériques pro avec l'échéance que vous avez compris, 2029, ce qui nous laisse finalement pas tant de temps que ça pour arriver à construire les standards, construire les offres, les démocratiser, et que chacun en soit équipé au plus tard fin 2029. Merci Jérôme. On va, si tu veux entamer des conclusions, on va faire des conclusions chacun. Les conclusions, évidemment, sont logiques. On attend, comme je le disais à l'instant, dans la dynamique des projets pilotes sur le wallet européen, dans la dynamique des actes d'exécution sur l'annexe 6, mais pas que du règlement IDAS V2, on attend avec impatience de pouvoir enfin distribuer, consommer collectivement ces identités numériques pro, et enfin mettre en pratique ces notions qui depuis longtemps sont quelque part parmi les notions en tout cas qui restent à couvrir dans notre écosystème digital à grande échelle. Anne, un mot de conclusion. Alors la conclusion en fait c'est que c'est plutôt le slide prochain, puisque ce serait pour rebondir sur le cas Wallaby, puisqu'il y a eu également un groupe de travail qui a avancé sur et qui a produit un guide sur justement le cas Wallaby, c'est-à-dire toutes les données qui permettent, qui contribuent à l'identification des personnes morales. Et dans ce cadre-là, on va présenter le résultat de ce groupe de travail pour montrer a priori comment un prestataire va pouvoir être sûr de l'identité et de l'identification numérique de la personne morale qui est son client et qui utilise ses services. Alors, un gros défi quand même malgré tout, de gros challenge pour l'univers des éditeurs dont je fais partie. 1er janvier 2030, ça paraît loin, mais c'est très très court, très très proche. On parle aujourd'hui d'une généralisation finalement de la distribution de ces identités numériques et d'autant plus prégnante avec EDAS V2 et son wallet.
Jusqu'à présent, l'identité numérique était distribuée de façon avec beaucoup de parcimonie, de façon parcellaire au sein des structures, de larges structures, où étaient détenues par une seule ou même personne au sein de petites structures qui était le responsable légal lui-même. Demain, on imagine qu'avec EIDAS V2, son wallet, ça deviendra démocratique au sein des entreprises que d'avoir son identité numérique professionnelle pour toute forme d'usage. La facture électronique est un premier cas, et ça va être l'épreuve du feu, mais on imagine que demain, vous ne serez plus doté d'un simple login, mot de passe, plus OTP pour votre VPN, etc. Mais vous aurez une véritable identité numérique au sein de votre entreprise, une identité numérique professionnelle. Et tout cela doit être aussi porté par les entreprises utilisatrices de ces identités numériques. Et j'ai l'intime conviction que demain, en même temps que vous recevez, vous arrivez dans une entreprise, vous recevez votre PC, votre badge, vous recevrez aussi votre identité. Et pour cela, on a beaucoup de travail à faire et beaucoup de cas d'usage à développer pour rendre finalement nos échanges dématérialisés dans un environnement et un contexte qui sera meilleur. Merci. Bon, il me reste à remercier mes trois camarades sur cette table ronde, à vous dire qu'effectivement 2029, 2030, ça paraît loin, mais moi je me souviens des débuts de France Connect et de la première fois où on nous a présenté ce concept, où on allait mettre l'identité à l'extérieur du système d'information. Je sais pas, certains d'entre vous dans cette pièce ont dû être la première fois, non pas surpris, mais disons interpellés par le concept. Et bien là, on est sur un changement qui est de même ordre, de sortir la gestion des droits et mandats de l'environnement du SI pour le partager, pour le laisser sous contrôle de l'utilisateur, bien entendu, hein, il n'est pas de question de délaisser l'utilisateur, mais même au contraire d'ailleurs de lui donner les moyens de gérer son identité, ses droits et sa projection. On est en 2025, 2030, 5 ans, c'est bien pour faire une révolution. Eh bien, j'espère que la FNTC ce soir vous aura éveillé l'envie de participer à ces travaux et rejoignez les groupes de travail. Venez au webinaire du KYB. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas membres de la FNTC, mais ce n'est pas possible, rejoignez la FNTC dans un de ces collèges. Et maintenant, nous pouvons entamer les questions-réponses. Et encore une fois, merci d'être venu et merci d'avoir préparé cette intervention.